à tous. Alors, me voici de retour avec Mademoiselle Shannon. Vous la réclamez souvent. C'est une chipie. Me voici de retour avec la suite du livre de Jacques Salomé, Le courage d'être soi. Alors, vous trouverez la vidéo numéro 1. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai commencé à bien ranger les vidéos, donc vous trouverez des playlists, parce que je me suis dit, mais on va se perdre dans les instants de lecture, on ne va pas s'y retrouver. Et puis moi-même, je ne m'y retrouvais pas. Alors je me suis dit, si moi-même je ne m'y retrouve pas, comment vont faire mes petits abonnés, mes petites étoiles? Allez, c'est parti. On va mettre mes chachas ici. Il fait un temps pas possible. Écoutez, il n'est que 16h40 et déjà, il fait nuit. Bon, on va vers les beaux jours. Positivement, c'est le but de ces instants de lecture avec des petits livres de développement personnel que j'ai depuis très longtemps. On m'avait offert ce livre. C'est une collègue qui me l'avait offert. Donc, Jacques Salomé nous initie à l'art de communiquer en conscience. Il nous propose entre autres quelques repères pour explorer les zones d'ombre de notre personnalité qui nous enchaînent dans notre relation avec autrui et avec nous-mêmes. Blablabla, bla, 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 un livre qui propose un nouvel art de communiquer. Vous irez voir la vidéo numéro 1, ce sera plus simple. Alors, on s'était arrêté à la page 56. Elle commence à perdre ses poils, c'est pas trop normal parce que on n'est pas en hiver. Sa petite blessure va mieux. Je vous rappelle qu'elle s'était disputée avec un gros oiseau, puis avec un très gros chat, et donc elle s'était fait mal à une papate, et ça va mieux. Alors, le plaisir de l'accusation. Alors, on en était passé dans la vidéo numéro 1, pour ceux qui arrivent en cours de route quand même. On avait décrit un petit peu toutes les principales composantes, traits de caractère, voilà, la composante obsessionnelle, je vous rafraîchis un petit peu, je vous éclaircir la mémoire, composante sadisante ou masochique, hystéroïde, phobique, paranoïde ou paranoïaque, obsessionnel, narcissique, blablabla, bla, bla, bla. Et on en était arrivé à la page 56. Le plaisir de l'accusation ou du reproche, ainsi que le fait de se poser en victime, qui donne parfois à celui qui l'adopte ou s'y complaît le sentiment d'exister ou celui d'un certain mérite, ne favorise pourtant ni la responsabilisation, ni la lucidité qui permettrait de déposer plus rapidement la charge de ses souffrances, de lâcher prise sur des ressentiments, des amertumes et des rancœurs. Et également de ne plus entretenir l'autoviolence à base de rumination et de reproches sans fin portés sur les uns ou sur les autres. Malheureusement, ce système de dépendance implicite est bien rodé dans notre culture, entretenu par certaines croyances éducatives. Si l'autre nous aime, s'il nous veut du bien, s'il se prétend notre ami, alors il doit répondre à nos attentes, à nos besoins, il doit satisfaire nos demandes. S'il n'y répond pas, nous nous prétendons sa victime malheureuse, incomprise, blessée, nous en faisons le mauvais, le persécuteur. Ainsi, pouvons-nous entretenir sans fin ressentiment, accusation, reproche et rejet de l'autre. Ce système, à base d'hétéro-accusation mutuelle, de projection de la responsabilité sur autrui, est trop souvent entretenu par la plupart des protagonistes d'une relation. Il est prolongé par toute une mythologie autour du pardon. Je te pardonne le mal que tu m'as fait. La victime, transformée en accusateur magnanime, se donne le beau rôle d'offrir un quitus au bourreau ou à l'accusé. Alors, je ne connais pas ce mot, excusez-moi. Ça s'écrit Q-U-I-T-U-S. Un quitus
au bourreau ou à l'accusé, du mal qu'il lui a fait. Elle oublie dans ce cas qu'elle conserve néanmoins en elle la violence reçue, que son corps et son psychisme en gardent la trace et les séquelles. Le pardon, dans ses effets immédiats, est assimilable à un baume adoucissant déposé en compresse sur l'irritation ou l'inflammation d'une blessure. Quand nous avons pardonné, nous éprouvons le sentiment d'un mieux-être, d'un soulagement. Nous sentons moins de ressentiment en nous, nous constatons un apaisement, moins de rumination. La relation avec celui qui nous avait blessés semble plus apaisée, moins tendue, plus ouverte, mais la violence reçue est toujours là. Une violence peut sembler s'évaporer dans un pardon. La blessure paraît endormie. Mais elle reste néanmoins telle qu'elle, tapie au plus profond de nous, et elle n'est pas cicatrisée pour autant. Elle se réactivera d'ailleurs au moindre incident. Ce qu'il faudrait apprendre à pardonner, c'est nous-mêmes, pour toute l'autoviolence entretenue par nos conduites, parfois durant des décennies. Il serait possible de s'entendre dire ou dénoncer. Je pardonne au petit garçon que j'étais d'avoir nourri et entretenu pendant 20 ans la haine que j'avais contre ce père qui buvait. Je me pardonne d'avoir empoisonné tant de journées et de soirées à remâcher sans cesse l'humiliation d'avoir été violentée quand j'avais 15 ans. Arrêtons-nous quelques instants sur la dynamique propre à chacun de ces termes. Violence reçue, blessure créée ou ouverte, souffrance produite, car ils sont fréquemment confondus et font l'objet d'un amalgame préjudiciable à leur dépassement. Violence reçue. Les violences reçues peuvent se situer sur 4 plans: physique, verbal, non-verbal, moral. La gamme en est large et variée. Son spectre va de la perception douloureuse d'être incompris, pas reconnu, au sentiment d'injustice, d'humiliation, de nullité, en passant par la douleur physique, amplifiée par le doute, l'impuissance et la peur d'être violenté à nouveau. Quand une violence se dépose précocement ou dans un moment de vulnérabilité, quand elle vient d'une personne chargée de sens, elle s'inscrit plus profondément, plus durablement. Elle imprègne alors toute une partie de notre relation au monde et peut susciter tout un système régressif ou agressif contre soi-même et envers autrui. Beaucoup de violences ainsi reçues sécrètent des ramifications diverses et durables, sous forme d'autoviolence en particulier. Quand la violence n'est pas redéposée, restituée, elle se retourne contre nous. Le mécanisme est d'une simplicité et d'une évidence implacable. Blessure. La violence occasionnelle ou répétée, qu'elle soit physique, verbale ou morale, va créer ou réactiver des blessures anciennes, des zones de vulnérabilité. Les blessures originelles, celles qui s'inscrivent très tôt dans la vie d'un enfant, peuvent déstabiliser profondément un être et le rendre vulnérable pour tout le futur de ses relations aux autres. Toute manifestation de l'extérieur sera ensuite décodée par le corps et l'esprit en fonction de son impact et de son retentissement dans les zones blessées de notre histoire. Ainsi, un événement anodin, une parole banale, un geste insignifiant qui en d'autres circonstances serait passé inaperçu, pourra réveiller, restimuler les anciennes blessures et provoquer des cataclysmes internes intenses. La souffrance qui en découlera s'imposera à nous d'une façon totalement disproportionnée avec l'élément déclencheur. Alors, il y a une petite astérix que je vais vous lire
qui est tout en bas de la page. Ce sera d'ailleurs un élément important à repérer. Si un événement bénin, une situation banale déclenche une réaction inattendue, c'est que cet événement, cette situation, réveille une blessure du passé. Il ne servira à rien de gloser sur l'actualité. Il nous faudra plutôt revenir à une écoute de notre histoire. Bon, d'accord. Notre souci premier, notre préoccupation immédiate et urgente seront de vouloir réduire, supprimer cette souffrance, en oubliant qu'elle a un langage. Tout se passe comme si la souffrance, douleur, symptôme, mise en mots, MAUX, qui est le langage privilégié de la blessure, devait être bâillonné pour faire taire la blessure. Ce processus nous confronte aujourd'hui à un véritable paradoxe en matière de santé. Ce qui est scientifiquement possible et parfois vivement réclamé, à savoir un traitement efficace et rapide, n'est pas toujours bon pour le malade si l'on considère son équilibre global. L'efficacité de certains médicaments ou de certaines interventions chirurgicales qui réduisent la souffrance et font disparaître trop vite le symptôme revient donc à bâillonner la blessure, à la censurer en quelque sorte, avant même que nous puissions entendre ce qu'elle criait, ce qu'elle nous invitait à entendre. Celle-ci pourra alors se réveiller, se réactiver, entraînant de nouvelles souffrances sur un mode souvent plus régressif que lors de la première atteinte. Alors, je vous lis ce livre qui sera en parallèle du livre de Lise Bourbeau. Vous allez voir, pour ceux qui vont suivre, là où je veux vous amener. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et puis, je vous amènerai petit à petit vers abécédaire de la sagesse. Et je vous amènerai vers le livre Le Secret, puis vers Ho'oponopono. Et bien entendu, le livre de Luc Boudin sur le travail des énergies. Alors, on continue. Souffrance produite. Bon, ça y est, t'es calé, mi chacha, là, tout va bien, hein? Nous venons de le voir. La souffrance est bien souvent l'expression de la blessure. Elle peut se traduire par une douleur morale, psychologique, physique. Les symptômes répétitifs, passage à l'acte somatique, seront un des langages favoris de certaines blessures anciennes qui s'expriment ainsi. Tentent de nous alerter sur la nécessité d'achever une situation restée en suspens. Des mots peuvent être entendus comme un signal, une invitation à restituer, une violence reçue qui bloque ou consomme des énergies qui ne sont plus disponibles pour la vie relationnelle, personnelle et pour la créativité, car en grande partie réquisitionnées pour se défendre de l'émergence ou de la résurgence de l'insupportable ou de l'inacceptable. Ces souffrances peuvent se traduire par des somatisations, par des conduites inadéquates. Elles pourront s'entendre aussi comme une sollicitation ou une invitation à se repositionner vis-à-vis d'une personne qui nous a blessés, à nous restituer vis-à-vis d'un événement qui reste déstabilisant ou handicapant. Alors vous avez vu que là, il parle des énergies qui ne sont plus disponibles pour la vie relationnelle ou personnelle et pour la créativité. On parle bien d'énergie. Hein? Ainsi, toute souffrance, réactivation d'une blessure peut être entendue comme un signal, une invitation à changer quelque chose dans notre mode de vie. Les somatisations sont souvent des alliés méconnus, auxquels nous n'accordons pas une écoute et une attention suffisante qui nous poussent pourtant à un mieux-être au travers d'une clarification possible d'un passé trop chargé. Alors, par rapport à cette lecture, je vous amène aussi à étudier aussi les blessures
que nous sommes venus régler dans cette incarnation et que nous sommes venus régler aussi par rapport à des blessures ou des phobies, qu'on peut appeler aussi phobies liées à notre karma. Le karma qui est un mot sanskrit, qui veut dire de cause à effet. Hein, on peut très bien avoir des blessures karmiques aussi, j'en suis pleinement convaincue, que nous sommes venus étudier aussi dans notre incarnation présente. Alors, est-ce qu'il sous-entend ça? Je vais lire vos commentaires parce que nous sommes là pour échanger. Tout processus de changement impliquera la nécessité, d'où, alors je fais encore un petit aparté, d'où aussi une technique d'approche aussi qui peut être l'hypnose régressive, hein, à ne pas faire avec n'importe qui, parce que là maintenant de nos jours on entend de tout et de rien, hein, et surtout de rien et qui mène nulle part, bon, et qui coûte beaucoup d'argent. Bref, tout processus de changement impliquera la nécessité de se dépolluer de la violence ou des violences reçues au cours de nos différentes expériences de vie. C'est marqué, hein, à la fois pour libérer des énergies, mais aussi pour se réapproprier un pouvoir d'influence sur sa propre vie. Prendre soin des blessures ouvertes en nous déclenchera un processus de réconciliation, de réunification profonde. La recherche d'un mieux-être, le maintien d'un état de santé durable passe par un lâcher-prise sur les ressentiments, par une dépollution des sentiments négatifs qui nous habitent, par un nettoyage de la tuyauterie relationnelle qui reste trop souvent encrassée par des situations inachevées et par la trace des violences reçues dans le passé. Et moi je rajouterais dans nos passés. Ce nettoyage de la tuyauterie relationnelle intime constitue une des démarches les plus stimulantes de la vie. Elle n'est possible que si nous sortons de la collusion induite par notre conditionnement culturel entre les violences reçues, qu'il nous appartient de rendre quand elles nous ont été imposées, ou de reprendre quand nous prenons conscience d'en avoir déposé. Et l'autosouffrance produite par des ruminations ou l'entretien de reproches, d'accusations et de mise en cause répétitive d'autrui. Une des escroqueries intimes les plus fréquentes et les plus durables à l'encontre de soi-même est celle qui consiste à entretenir ressentiment, rancœur, accusation et reproches sur les autres en croyant qu'ils sont responsables de notre souffrance. Nous imaginons trop fréquemment qu'il faut les culpabiliser en les rendant conscients d'être à l'origine de nos malheurs. La culpabilisation latente qui empoisonne de nombreuses relations favorise le développement sans fin d'une autoviolence à l'encontre de soi-même. En démystifiant ces trois termes, violence, blessure et souffrance, nous proposons de nettoyer les blessures, de les assainir, de les apaiser en restituant par une action symbolique concrète les violences reçues ou en reprenant toujours par une démarche symbolique les violences déposées. J'espère que cette lecture vous parle. C'est pour ça que lors des consultations privées, quand je mets le doigt sur des grosses blessures qui appartiennent à votre passé, je vous invite à vous offrir, pour votre plus grand bien-être et la réussite de votre incarnation, une séance avec un psychologue. Un psychologue, une thérapie pour vous, uniquement pour vous, pour votre bien-être relationnel aussi, avec les autres, avec vous-même. Ça peut être 1, 2, 3, 10 séances, ce n'est pas à moi de juger, mais vous et le thérapeute que vous aurez choisi, où il y aura une circulation d'énergie entre vous et le thérapeute
pour vous aider à faire le ménage. Vous voyez bien qu'il parle de ménage, de nettoyage, je n'invente rien. Nous avons pu constater, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, croyez-moi. Nous avons pu constater qu'après un tel travail de symbolisation, de nombreux symptômes disparaissent, des somatisations se résorbent. Les passages à l'acte somatif répétitif s'interrompent dans leur enchaînement quand l'autoviolence cesse d'être alimentée ou entretenue par nous-mêmes. Nous avons reçu suffisamment de témoignages attestant d'un mieux-être, d'un plus grand pouvoir de vie, d'une autonomie relationnelle et affective plus importante après de telles démarches. Pour pouvoir inviter chacun à introduire des actes symboliques dans son existence. Comme dans beaucoup de domaines, la prise de conscience ne suffit pas. Encore faut-il la conforter par une action, la prolonger par un engagement s'appuyant sur des actes symboliques et sur la nécessité d'une mise en mots pour donner un sens à cette prise en charge par l'intéressé lui-même, qui l'amène à se respecter de façon dynamique en relation directe avec les événements clés de son histoire, en renonçant à confondre violence reçue et souffrance produite. Une démarche de bien-être et de libération énergétique peut ainsi s'amorcer. Commencez par ne pas vous en vouloir à vous-même. Fidélité, mission réparatrice, injonction, les répétitions de notre vie. Je ne sais pas si vous voyez Michacha. Si, on te voit ma chérie. Bon, je te rappelle que tu es la star de la chaîne. Hein. La répétition de comportements, d'attitudes atypiques ou gênantes, de symptômes, voire de somatisation, est un des langages par lequel s'expriment aussi les fidélités, les missions de réparation ou les soumissions à des injonctions déposées par les personnes significatives de leur vie sur les enfants que nous avons été et les ex-enfants que nous sommes toujours. C'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a pas de mauvais thérapeute, il n'y a pas de mauvais patients, il y a juste des patients et des thérapeutes entre lesquels l'énergie ne circule pas. Et quand je vous entends m'écrire, oui, on peut dire quand je vous entends m'écrire, puisque maintenant ça se passe beaucoup par écrit, les échanges ou à travers les vidéos, quand je vous entends me répondre « Non Lisa, je veux une consultation avec vous », je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas psychologue. Si j'avais dû être psychiatre ou psychologue, j'aurais fait des études en ce sens. Et tout ça pour vous amener à dire, quand vous me dites « Oh, j'ai fait des thérapies, j'ai été voir des psychologues, ça ne marche pas », vous allez voir des voyants, des médiums ou je ne sais pas quoi, parce que c'est accessible tout de suite et maintenant, ce sont des achats compulsifs. Or, un travail, ce n'est pas le psychologue qui va le faire à votre place. Il va vous donner des outils, vous devez prendre ces outils et vous devez les utiliser. Si vous allez voir quelqu'un pour vous apprendre à faire de la pâtisserie, il va vous montrer comment on va faire un gâteau, il va vous montrer le moule, le rouleau à pâtisserie, les ingrédients qu'il faut, mais il ne va pas le faire à votre place. Et ça, vous avez du mal à assimiler ça. Et je trouve que maintenant, nous qui sommes accessibles, vous confondez tout. Bon, bah, bien sûr, il y a des bandes d'escrocs, des charlatans, tout ce que vous voulez, des usurpateurs dans mon milieu, j'y peux rien. Mais s'ils vous font de la complaisance, ça ne marchera pas et ça sera pire, ça va faire encore de plus gros dégâts. Vous faire venir dans un futur merveilleux, hypothétique, vous allez entendre ce que vous voulez, mais ça n'existe pas. Donc oui, moi je dis qu'une vraie thérapie, elle fonctionne, à condition que vous participiez et que vous acceptiez aussi. Il y a aussi le livre de Lise Bourbeau, Le pouvoir de l'acceptation. Je n'invente pas. Bon, allez, on continue. D'où les langages de la répétition. Par exemple, dans une fratrie donnée,
Certains enfants sont équipés de véritables radars pour capter les non-dits, les blessures cachées de leur entourage proche. Ils vont devenir des signalisateurs, des réparateurs en prise directe, en relation inconsciente avec les blessures cachées des personnes essentielles, gravitant dans leur entourage, père, mère et parents proches. Tout se passe comme s'ils voulaient attirer l'attention sur une situation inachevée, sur une blessure non cicatrisée ou sur une période difficile de la vie de leur ascendant, en produisant eux-mêmes un symptôme, un passage à l'acte somatique. C'est pour cela que certaines choses de la vie, comme les dates d'anniversaire qui sont des rappels de la filiation, le retour sur les lieux de l'enfance, sont de véritables balises pour répéter les résurgences du non-dit, les échos du silence ou les cris muets du refoulement qui restent présents en chacun. Et souvent, je dis, certains silences peuvent crier très fort, et il faut les entendre. Ces loyautés invisibles mais tenaces, ces fidélités incroyables à témoigner de ce qui a été caché, ce courage inouï pour tenter de dire l'indicible, toutes ces compétences vont s'exprimer au travers des mises en mots, M-A-U-X. Maladie ou mal a dit. Des passages à l'acte somatique, accidents et violences extérieures, ou dans l'émergence de symptômes gênants, visibles, répétitifs ou même récalcitrants, asthme, maladie de peau, conjonctivite, otite, etc. En fait, cette expression somatique porte sur tout ce qui touche aux 5 sens, comme si à travers l'atteinte d'un sens s'exprimait aussi une interrogation sur le lien. Avec cette polarisation sur un des sens et ce qui sera mis en jeu à travers lui dans notre relation et à la réalité, c'est notre corps qui tente d'attirer l'attention sur ce qui a été blessé ou qui a dysfonctionné chez papa ou maman au même âge. Des enfants fidèles. Alors on peut être d'accord ou pas avec cette croyance. À vous de vous faire votre opinion. Cherchez dans votre mémoire. Pour être plus concret, appuyons-nous sur l'exemple suivant. Un petit garçon de 10 ans pourra produire une somatisation qui le remplira de honte ou de gêne, hémorroïdes, verrues, taches, sans savoir consciemment, mais en ayant pourtant bien entendu quelque part que son père avait été humilié au même âge, par exemple sur le plan sexuel, par un plus grand ou un adulte. C'est comme s'il tentait ainsi pathétiquement de montrer ce qui est caché ou nié par son propre géniteur. La fidélité ne se manifeste pas toujours dans la répétition de l'identique ou du semblable, symptôme contre symptôme, somatisation contre somatisation, mais plutôt par rapport à un sens particulier lié au vécu, à l'âge où la situation s'est inscrite comme une violence ou comme un traumatisme chez celui qui continue de la porter sans la penser, P-A-N-S-E-R. Cette petite fille âgée de 8 ans a toujours fait pipi au lit. Elle n'a pas encore accédé à ce qu'on appelle la propreté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore acquis le contrôle, le fait de se retenir, de pouvoir différer le plaisir lié à un soulagement. Elle a bien entendu dans la saga familiale que son père avait lui-même été énurétique jusqu'à l'âge de 12 ans. La fidélité de cette petite fille peut porter sur plusieurs enjeux. Si elle avait douté à un moment donné de ses origines et cherché une confirmation à son interrogation, est-ce que papa est vraiment mon géniteur? Elle tenterait à travers son énurésie de proposer une réponse en témoignant qu'elle se reconnaît bien comme semblable à son papa ex-énurétique. En faisant pipi tous les jours, c'est comme si elle lui donnait une marque d'amour et lui confirmait à sa façon « Je me sens bien ta fille ». Mais la fidélité de cette petite fille pourrait s'organiser à un tout autre niveau. Elle pourrait par exemple servir à rappeler à son père qu'il doit rester rigoureux, cohérent et clair dans ses conduites. Si par exemple, ayant été lui-même en pension
il avait été amené à cacher, à mentir, à montrer une façade d'enfant propre aux yeux de ses petits camarades, sa fille, par son pipi au lit, pourrait lui rappeler ouvertement ce qu'il a caché pendant des années. C'est comme si elle lui disait « Je souhaite une relation claire avec toi ». Bon. Ainsi, le sens d'une fidélité, d'une répétition, ne doit-il pas se rechercher uniquement dans l'acte, mais dans le vécu intime lié à l'acte? C'est un travail d'archéologie familiale, de reliance, qui s'impose pour retrouver la trace de l'impact d'un événement ou d'un traumatisme sur l'imaginaire, sur le vécu de l'époque. Les enfants fidèles sont d'un courage, d'une créativité et d'une ténacité incroyables. Ils sont capables d'inscrire en eux des perturbations profondes, des dérèglements physiologiques, des dysfonctionnements invalidants, voire des maladies graves, d'insister et de marteler leur message indirect des années durant, comme s'ils invitaient ainsi à une mise en parole de ce qui n'a jamais pu être dit à un âge semblable, par l'un ou l'autre de leurs géniteurs. Par des mises en mots, les enfants tentent de déloger les non-dits de sa crypte de mystère, de réveiller le silence trop oppressant des mots interdits. Telle autre petite fille souffrira d'infection vaginale, d'irritation ou de perte de sang, comme pour rappeler à sa mère les abus sexuels qu'elle a subis dans le silence et pendant des années jusqu'au même âge, ou à partir du même âge si ces abus se sont poursuivis. L'entendre des enfants ne dépend pas de la connaissance et du savoir auquel ils ont ou non accédé directement, mais essentiellement d'une connaissance intime qui passe par des canaux relationnels subtils et infinis. On parle encore d'énergie. La communication infraverbale qui circule entre un enfant et ses parents s'exprime, se parle et se transmet d'inconscient à inconscient. Elle passe par des sensibilités encore ouvertes vers le cerveau droit. Cette acuité de perception au langage infraverbaux qui existe chez certains enfants est aussi étonnante qu'elle peut être parfois déroutante et dérangeante. Elle est imprévisible, incohérente en apparence et pourtant si vraie, si juste et pertinente quand on accède au sens qu'elle révèle. Il est regrettable que des études approfondies ou des suivis n'aient pas été entrepris, qui s'appuieraient sur une observation longitudinale et une écoute de cette sorte de préscience de certains enfants, capables d'anticiper des événements et de témoigner de ces connaissances ou de ces savoirs si particuliers. Des études qui viseraient à vérifier dans l'après-coup l'adéquation des anticipations de l'enfant et à voir ce qu'elles sont devenues dans la réalité, si elles se sont confirmées ou non. L'évocation des fidélités et des loyautés que s'imposent certains enfants est souvent vécue avec beaucoup de culpabilité par leurs parents, les mères surtout, qui se sentent bien qu'à tort responsables de ces fidélités. Elles s'imaginent que c'est leur faute que si elles n'avaient pas fait, ou au contraire si elles avaient fait, leurs enfants n'auraient pas inscrit dans leur corps telle maladie ou tel symptôme. Ce faisant, elles se chargent sans combre d'une responsabilité qui ne leur appartient pas, qui ne leur incombe pas, car chacun est responsable des missions qu'il prend sur lui. Alors, on peut parler là aussi de nos missions de vie, aussi, dans nos incarnations. Alors, on peut parler aussi là des missions de vie qu'il prend sur lui. Chacun, aussi jeune soit-il, est le seul responsable des loyautés et des fidés dont il témoigne. Alors là, on peut parler aussi de répétition. Alors, parce que bon, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui consultent que d'hommes. Il y a cependant des hommes, mais c'est plus fréquent, je trouve, chez les femmes, et vous avez bien vu qu'ils citent quand même des exemples féminins. Dans le domaine sentimental, on trouve souvent ces sortes de répétitions d'histoires non aboutissantes avec des partenaires différents
et des répétitions qui se produisent jusqu'à 35-40 ans, jusqu'à la prise de conscience de la consultante, laquelle j'invite à consulter des psychologues pour les raisons qui sont évoquées dans ce livre. Il y a d'autres livres, mais ça c'est difficile. Elles n'entendent pas et elles vont toujours chercher dans un futur ou tout le temps remettre à l'autre ce qui leur appartient quand même. Et remonter dans son vécu n'est pas chose aisée. Et trouver un bon thérapeute enfin un bon psychologue qui a fait ses études normalement, sait le faire. Pour avoir souvent échangé avec des psychologues diplômés, travaillant dans des structures ou en cabinet privé, peu importe, j'ai appris qu'ils avaient les outils et les leviers nécessaires pour travailler soit dans le passé, le présent, suivant le profil des consultants. Donc quand on me dit ça ne marche pas sur moi, c'est plutôt vous qui n'avez pas pris les outils. Marie fut une élève brillante. Elle passa le bac à 15 ans, suivit les classes préparatoires aux grandes écoles et arrêta tout à 17 ans pour ne pas dépasser elle-même sa mère, mariée très tôt, qui avait interrompu ses études au même âge. Marie se présenta à de nombreux concours, simplement pour s'assurer de ses capacités. Je vérifiais si j'étais capable et je ne donnais pas suite à la carrière que m'ouvrait le concours. Je suis restée institutrice toute ma vie. L'homme qu'elle épousa était étudiant en médecine. Ses études terminées, il affirma « Je n'aurai pas d'enfant tant que je n'aurai pas passé ma thèse. » Cette attente dura 8 ans, pendant lesquels il faisait des remplacements sans rédiger une seule ligne ni amorcer la moindre recherche. Un jour, j'ai décidé de lui écrire sa thèse. Il obtint son doctorat en 6 mois, refusa longtemps l'enfant et ne me pardonna jamais d'avoir rédigé son mémoire à sa place. Certaines fidélités conduisent à des tâches et à des réparations sans fin. Ma fidélité à moi, dira une autre, fut de fuir tous les hommes qui prétendaient m'aimer. Ma mère m'avait prévenu. Méfie-toi des hommes, ils ne pensent qu'à ça, et je l'ai cru longtemps. J'ai été soumise à ces injonctions, car j'étais convaincue qu'avec le temps, je serais mieux aimée d'elle. Les missions de réparation de certains enfants vont s'exercer dans des domaines aussi variés que la vie affective ou sociale, la maladie, la réussite, les échecs ou les déboires professionnels. Mon frère avait repris l'entreprise de mon père affaibli par la maladie. Après qu'il se fût tué dans un accident de montagne, j'ai démissionné du professorat et j'ai continué à sa place. Ce métier m'ennuie. Mais je ne me sens pas capable de décevoir ma famille. Cet homme qui échoue dans toutes ses tentatives d'affirmation sociale et professionnelle entendra, tard dans sa vie, combien il a obéi à son père notable et maire de sa ville, qui, lorsqu'il était enfant, lui répétait sans relâche « De toute façon, tu n'arriveras à rien sans moi ». Et c'est pour ça que je vous parle souvent aussi des affirmations positives. Et je vous ai mis, alors c'est pas involontaire de ma part, je vous ai mis une bulle vidéo qui s'intitule « Le bon sens », qui a été mis en place par une institutrice qui s'appelle Lénie Cassaniette. Vous trouverez son site internet et vous trouverez les petits livrets qu'elle a écrits à l'intention du bien-être des enfants. Alors actuellement, les enfants ne vont pas très bien, vous l'aurez remarqué, plutôt tous, surtout les mamies l'ont remarqué, car l'éducation nationale rencontre de grosses difficultés à travers l'épreuve du virus, mais elle le rencontrait déjà avant. Les enseignants rencontrent de grosses difficultés par rapport à l'éducatif des enfants, par rapport à un enseignant, il enseigne ce qu'il sait, ce qu'il a appris, il est là pour enseigner. Or là, on leur demande de faire entrer le médical dans les écoles, on leur demande de faire entrer l'éducatif dans les écoles, dans leurs classes, et on leur demande en plus d'enseigner. Donc, on se trouve avec des enseignants qui se retrouvent en situation de mal-être et certains enseignants qui se retrouvent en situation de non-bienveillance.
et du coup des enseignants qui se retrouvent dans des situations de je tourne en boucle, je me mords la queue avec cette situation. Voilà. Ensuite, on passera à la page 72. On va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un thérapeute. J'ai mis les lunettes, en plus je me fais peur. Je mets la petite croix. D'accord? Et ce sera la page 72. Je vais vous laisser déjà digérer toutes ces informations. Je vais vous laisser mettre des commentaires parce que sur la chaîne Au-delà du spirituel, il n'y a pas que des personnes abonnées aux voyances et aux prédictions sur le coronavirus et sur la vie à venir. Il y a des gens qui sont un petit peu comme moi aussi, qui vivent l'instant présent. Et dans l'instant présent, et en construisant le présent à travers les expériences passées, on se construit déjà un bel avenir et quelque chose de solide. Et ça, c'est difficile à comprendre pour certains d'entre vous, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en proie à des gourous, pseudo-gourous, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée de le dire, hein. Et puis je ne vais pas être désolée non plus. Et à force d'avaler du tout et du n'importe quoi, on finit par partir dans toutes les directions. Donc, je vous dis namasté, parce que namasté, c'est se saluer dans son entier. Et je vais passer à une autre vidéo. Voilà, alors, je vais me déplacer tranquillement pour couper celle-ci. Par rapport à Miss Chacha, non, ça va. Oh, je l'ai dérangé. Et je vous dis namasté.